What is up, family? We have another Patreon request. What do we have? This was in French before. Now it's in English. Huh. Boy, what? The man who destroyed his town with an armored bulldozer. Okay. You know, I remember a guy stole a tank. He stole a tank and he went around town destroying everything. So this guy took a bulldozer. Okay. Bulldozers are a lot stronger than I thought. He put armor around. He really did armor up his bulldozer. Oh, this guy prepared. He prepared. So he's upset about society and the government probably, and his boss or his job. He's mad about something. So this is what I love. I know what I'll do. I'll destroy my own town. I'll destroy the buildings and homes of innocent people. People that work for a living in their businesses. I'll destroy all of that to show the government that I mean business. Next time, take the bulldozer and go to where the government is and the people that are really pissing you off. Destroy their shit. Why are you destroying your own town? It's like riots. When I see the riots on the news, I'm like, oh, look. Oh, they're destroying their own city. The government don't live in the city. You live in the city. You're destroying your own shit to make a point to the government. That's like me saying, you know what? I'm going to show you, government. I'm going to light my house on fire. That'll show you. Les pauvres. That shit is no joke, though. You picked on the wrong man. Picked on the wrong man. Who picked on him? Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui on va parler du Killdozer, comme vous avez pu le voir dans l'intro, qui vous a mis en bouche et de son auteur Marvin Hemeyer. Le nom de Killdozer n'a pas été donné par lui, mais vient d'un roman écrit par Theodore Sturgeon en 1944 et adapté en film en 1974, où un esprit maléfique possède un engin de chantier pour tuer tout le monde. Mais pourquoi Marvin Hemeyer, un simple soudeur sympathique qui promenait les poubelles et disait bonjour aux chiens dans une petite ville du Colorado, a tout à coup pété les plombs et a décidé de fabriquer un bulldozer blindé afin de détruire sa ville? Pas mal d'extraits de la vidéo seront tirés du reportage qu'a fait Netflix dessus, Treed, qui n'est pas disponible sur le Netflix français. J'ai commencé à écrire la vidéo en ne sachant même pas que Netflix avait fait un documentaire d'1h30 dessus, et je suis donc allé bien sûr le voir. Et mon dieu, on voit très bien que le reportage a été écrit par des avocats. Il y a tellement de passages importants qui ont été oublié, voire changé afin de faire passer Marvin Hemeyer pour un fou, et franchement c'est assez dégueulasse. Et j'ai synthétisé le plus possible toute cette histoire pour un format YouTube, parce que bon, on va pas faire une vidéo d'1h30. Bref, notre histoire commence dans les montagnes enneigées du Colorado à Grand Bay. À titre d'information, le Colorado est aussi l'endroit où se déroule South Park. Cette petite ville paisible de montagne avec son lac est l'endroit où Marvin Hemeyer a décidé de se poser en 1991 à l'âge de 40 ans. Avant ça, il était dans l'armée de l'air américaine, c'est là qu'il aurait découvert son affinité pour la soudure, et à sa sortie, il a un peu vagabondé dans le pays. Il travaille dans un premier temps à Grand Bay dans un atelier de soudure, puis il décide d'ouvrir sa propre entreprise en solitaire, se disant que ce qu'il faisait pour un patron, il pourrait le faire pour lui-même. Il était d'ailleurs très respecté pour ses talents et était connu comme le meilleur soudeur des environs. Beaucoup de locaux ont eu recours à ses services, il fabriquait aussi des pots d'échappement sur mesure dans son magasin. Marvin avait une vie plutôt simple, il n'avait jamais eu d'enfant, travaillait dur, aimait les sorties motoneige, il en faisait d'ailleurs pas mal avec ses amis et chacun possédait un bumper fait sur mesure par Marvin, avec lesquels ils étaient capables de rentrer dans n'importe quel arbre sans péter leur motoneige d'après leur dire. Ses amis disaient qu'il était très compétitif et que s'il se faisait battre sur une course, tu pouvais être sûr que ça allait être la dernière fois. Il avait aussi une petite amie rencontrée quelques années plus tôt, Trisha McDonald, qui avait divorcé 5 ans avant leur rencontre. Ils ont fait quelques road trips ensemble, elle disait qu'il a comblé de bonheur et qu'elle a apprécié ses moments à ses côtés. Marvin était un monsieur tout le monde, apprécié de ses amis, sympathique, dont loin de l'image d'un taré renfermé sur lui-même qui aurait complètement pété les plombs du jour au lendemain et qui aurait décidé de raser sa ville. Quelque chose l'avait poussé à agir ainsi, il enregistra pendant 2h40 sur cassette Oh, attends. Oh, merde. Would have helped.
cette histoire. Marvin avait acheté la propriété où son magasin de soudure était lors d'une enchère publique pour 40 ou 50 000 $. Mais il n'était pas le seul sur le coup. Un certain Cody Dotcheff voulait aussi acheter le terrain pour faire une usine de béton. Marvin a remporté l'enchère et d'après lui, ce fameux Cody Dotcheff, accompagné d'un ami nommé Gus Harris, serait venu l'embrouiller juste après en lui hurlant dessus et le menaçant pendant 10 minutes. Cette altercation a été démentie par Cody Dotcheff lors du reportage de Netflix, comme par hasard. Un an après, durant l'été de 1992, le service des égouts de la ville lui a demandé de se raccorder au réseau de la ville. Le terrain qu'il avait acheté ne l'avait jamais été, possédait son propre système et ça n'avait jamais posé problème avant. Mais pour se raccorder aux égouts de la ville, il devait faire passer ses canalisations par un terrain collé au sien et c'est d'ailleurs par ce terrain qu'il accédait à son magasin. Le propriétaire du terrain lui a refusé l'autorisation et ce propriétaire n'est d'autre que Gus Harris, le pote qui a accompagné Cody Dotcheff lors des enchères et qui voulait acheter le terrain de Marvin. Il accepte néanmoins de se rendre à la réunion pour voir ce qu'il en était, mais il y avait anguille sous roche. Durant l'assemblée, dirigée par Ron Thompson, le maire qui faisait partie de l'une des plus vieilles familles de la ville, il apprend que le raccordement sera assez frais et les canalisations des égouts de la ville se trouvant à plusieurs centaines de mètres, l'opération lui coûterait entre 60 à 80 000 $, soit quasiment le double de ce qu'il avait payé pour sa propriété. Marvin s'est mis en colère, a bien sûr refusé de le faire et est parti de la réunion. Le conseil de la ville voulait l'obliger à payer pour ce raccordement dont il ne voulait pas et dont il n'avait pas besoin, mais apparemment c'était la procédure. Et puis de toute façon, il ne pouvait pas le faire puisque Gus Harris ne lui donnait pas l'autorisation de passer les canalisations par son terrain. Et I could see already why this guy got pissed off. But you see, he went after the wrong people. C'est à partir de ce moment-là que Marvin Emeyer a commencé sa lente descente dans la paranoïa, complètement justifiée au vu de la suite de l'histoire. Il pensait que la mairie et le conseil faisaient tout pour lui nuire à lui, le nouvel habitant de la ville, et qu'en plus il avait acheté son terrain aux enchères au détriment d'un ancien de la ville, Cody Dotcheff. Même ses amis originaires de Grand Bay dans le reportage parlent d'un Old Boys Club ou le club des anciens de la ville. Et quand on a déjà habité dans un petit village comme ça a toujours été mon cas, on voit très bien de quoi ils veulent parler. Même dans les petits villages où on est censé prendre la politique pas très au sérieux, certains groupes ou alliances se forment entre anciens du village et excluent les nouveaux habitants. À part aux élections où chaque groupe se bat pour remporter les élections, ils invitent les gens à des repas, des apéritifs pour choper des voix, et c'est pas forcément pour le bien du village, mais surtout pour des avantages personnels, car une fois maire on peut faire passer les terrains agricoles des copains en terrains constructibles, et on peut aussi emmerder la concurrence de ses potes. Bref, j'ai 10 000 histoires de magouilles de maire ou d'élections rien que dans mon village, et j'imagine que certains parmi vous en connaissent aussi pas mal. La corruption est parfois même pire dans les petites communautés. J'ai fait cette petite aparté car dans le reportage de Netflix qui est obligé d'être neutre et de présenter le point de vue de tout le monde, sûrement à cause des avocats, ils ont mis surtout le paquet pour faire passer Marvin Emeyer pour un fou. Mais aucune personne du village n'a rien à se reprocher, absolument personne, ils sont tous dans l'incompréhension. Et ils se cachent derrière des « oui mais c'était la procédure, je comprends pas sa réaction », mais ce n'est pas parce que c'est la procédure qu'il n'y a pas des enculeries derrière. Bref, on revient à notre histoire et on se retrouve 6 ans plus tard en 1998. Marvin a continué à travailler pendant ce temps-là et gagne plutôt bien sa vie, mais les emmerdes reviennent. Des fondations d'un bâtiment commencent à se construire sur le terrain de Gus Harris, et on ne nous dit pas à quoi elles vont servir. Peu de temps après, la mairie décide de faire un changement de spot zoning, et pour expliquer rapidement cette notion, on pourrait le transposer à la gestion de l'urbanisme en France. Si tu achètes un terrain, tu peux pas faire n'importe quoi dessus, certaines zones sont réservées à des quartiers résidentiels, à des parcs ou à des usines. Tu ne peux pas acheter un terrain au milieu d'un lotissement résidentiel et poser une putain d'usine dessus, ça paraît logique. Au Colorado, techniquement, c'est illégal de faire des changements inopinés dans le spot zoning, mais si personne ne proteste pendant 30 jours, alors il y a une sorte de flou juridique et ça passe. Et c'est ce qui est arrivé à Marvin, le terrain collé au sien s'est fait spot zoned, personne n'a protesté pendant 30 jours, car j'imagine que cette info a été affichée sur le tableau de la mairie en tout petit à côté de l'affiche de la fête des patates, et c'est le genre de truc que de toute façon personne ne lit parce que t'as autre chose à foutre quand tu bosses. Et le terrain collé au sien, celui de Gus Harris, a direct été vendu à son ami Cody Dotcheff, et il a maintenant le droit de mettre une usine de béton dessus, juste à côté de son magasin. C'est la procédure, personne n'a bronché pendant 30 jours, donc c'est bon. Et vous voyez maintenant ce que je voulais dire quand je parlais du « c'est la procédure ». Mais problème, cette usine barre maintenant la route à Marvin et à ses clients pour accéder à son magasin. Dans le reportage de Netflix, à part au tout début rapidement, on ne montre pas l'état originel du terrain de Marvin. Il accédait avec ses clients par la route du fond et roulait tout simplement tout droit sur la surface bétonnée en passant par le terrain de Gus Harris. Dans le reportage, aucune mention n'a été faite que l'usine allait maintenant barrer la route à Marvin et à ses clients. Grâce à la magie des images et un changement chronologique, des bâtiments qui n'ont été là que bien plus tard apparaissent. Donc naturellement, on pense que Marvin a toujours accédé à son terrain par la route de derrière, mais elle n'est pas praticable par des véhicules classiques. Certes, tu passes en camion ou en 4x4, mais les voitures
voiture que réparait Marvin ne pouvait pas passer par cette route à l'époque car le chemin était trop abîmé. Et on nous met même une petite voiture dans le reportage pour nous montrer que la route était praticable. Bref, l'usine allait maintenant empêcher Marvin et ses clients d'accéder au magasin. Marvin s'est bien sûr opposé à la construction de l'usine de béton, il y a eu des débats publics à la mairie, certains étaient pour la construction car ça allait créer de l'emploi au sein de la communauté, mais d'autres étaient contre car l'usine était proche des habitations. Marvin a réussi à rallier pas mal de personnes à sa cause en levant pas mal de questionnements. Est-ce que l'usine n'allait pas faire trop de bruit pour les gens qui habitent à côté? La poussière qui risquait de dégueulasser le voisinage? Ce genre de débat est là pour trouver des compromis et arriver à des arrangements entre les différents partis pour trouver le meilleur deal possible pour les habitants de la ville. Le projet a finalement été accepté sur certaines conditions que Cody Dotcheff a bien sûr accepté. Mais de base, cette usine n'aurait jamais dû être construite, c'était illégal et on voit très bien qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait et qu'il y avait déjà eu des accords faits en cachette car les fondations de l'usine ont été construites avant même le changement de spot zoning. Généralement, tu commences pas des constructions sans avoir l'autorisation de la mairie, à part si t'es sûr qu'on va te valider. Et comme si ça suffisait pas, le service des eaux de la ville a remis sur le tapis le problème qui avait été ignoré pendant 6 ans concernant le branchement du magasin de Marvin aux égouts de la ville. Remarquez que le timing est toujours au bon moment. La première fois à l'achat pour voir si j'imagine Marvin allait craquer et vendre le terrain qu'il venait d'acheter vu que ça allait lui coûter 2 fois le prix de celui-ci, et on relance pas pendant 6 ans sauf quand l'usine commence à être construite. Il a dû se rendre au tribunal municipal de Grand Bay où la juge lui a interdit d'utiliser son magasin tant qu'il ne serait pas raccordé aux canalisations de la ville. Mais Wow. il peut toujours pas car Gus Harris ne lui a jamais donné l'autorisation et son pote Cody Dotcheff qui a racheté son terrain pour foutre l'usine de béton ne risque pas de lui donner. La ville contacta Marvin pour lui dire qu'il devra maintenant payer une amende de $100 par jour pour pouvoir faire tourner son entreprise tant qu'il ne sera pas raccordé aux canalisations de la ville. Il envoya un chèque pour payer l'amende à la mairie avec un ordre pour l'administration des lâches et des menteurs. Et comme Cowards. s'ils n'étaient pas déjà assez à bout, ils n'ont pas accepté le chèque car le montant était incorrect. Cowards. Yeah. Il est parti péter les plombs à Mary car il n'arrêtait pas de lui envoyer des amendes. Marvin décida d'engager un avocat I et know why colla he un went procès à crazy. Cody Dotcheff et à la mairie de Grand Bay. He had every right. This man was not a madman at all. He lost his mind because this is terrible. This is absolute bullshit. I'd be furious too, man. Pendant ce temps-là, l'usine continue d'être construite comme si de rien n'était. On ne sait pas exactement combien il a dépensé en avocat, Wow. mais d'après ses amis, il aurait dépensé plus de $150 000 pour au final perdre chaque recours. Dans ses cassettes, il se plaint de son avocat car il a refusé de faire appel au résultat du tribunal. Il a dit que c'était un vendu, qu'il a juste fait ça pour l'argent, et qu'il a bien enculé car il lui a fait miroiter pendant tout ce temps en lui disant qu'il avait 100% de chance de gagner car ce que faisait la mairie était illégal. Dans le reportage, les membres de la mairie disent donc si son avocat voulait se faire du fric, il aurait pris encore $50 000 à Marvin pour faire appel. C'est juste que Marvin ne pouvait pas gagner car ce que faisait la mairie était en règle et son avocat le savait. Mais c'est complètement faux. Cody Dotcheff avait deux possibilités pour construire son usine. Sur le terrain de son pote Gus Harris au centre de la ville, mais il fallait un changement de spot zoning. Ou sinon sur un terrain en dehors de la ville. Le juge de Grand Bay a validé la construction avec le changement de spot zoning au centre de la ville pour une très bonne raison. Le deuxième terrain potentiel pour la construction de l'usine se trouvait près de sa baraque et aurait dévalué son prix. Marvin voulait donc faire appel et aller au tribunal avec une instance plus haute afin de changer de juge et mettre le problème de corruption sur la table. Son avocat aurait donc refusé de le faire car il avait d'autres dossiers en cours avec d'autres clients et il avait peur que s'il attaquait en justice le juge de la ville, celui-ci risquait d'être moins clément envers ses clients. Donc oui, il a fait ça pour le fric et s'il a refusé de faire appel, c'est encore une fois pour le fric et la peur de perdre ses futurs procès. Marvin était dos au mur et il savait très bien que toute la ville était contre lui et qu'il ne pouvait absolument rien faire. L'usine de béton finit par être construite, ce qui maintenant coupa l'accès de Marvin à son terrain pour lui et ses clients. Cody Dotcheff proposa à Marvin de se connecter directement aux canalisations qu'il avait fait pour son terrain et de lui laisser le droit de passage. Par contre, en échange, il devait retirer sa plainte contre lui. Marvin refusa cette proposition puisque pour lui cette usine n'aurait jamais dû exister et en plus il était dans l'incapacité d'accéder à son terrain et j'ai pas besoin de vous faire un dessin, il ne ressentait que de la haine pour ce mec. Cody Dotcheff lui a aussi proposé de racheter son terrain pour $250 000. Marvin refusa encore. Il lui a fait une deuxième proposition pour $375 000, soit quasiment 10 fois le prix qu'il avait payé à la base, mais pareil, il a envoyé se faire foutre. S'il avait pris l'argent et s'était barré de cette ville de merde, l'histoire aurait pu complètement changer, mais Marvin s'est entêté, il a refusé de se laisser se faire enculer, car même s'il aurait pu sortir plus ou moins gagnant financièrement de cette affaire, malgré les 150 000 € d'avocat qu'il a payé, pour lui Grand Bay, il lui avait pris 10 ans de sa vie. Ils lui ont ruiné ses espoirs de vivre tranquillement et surtout sa retraite. Il avait construit sur son terrain des garages afin de les louer pour que les habitants de la ville puissent stocker des trucs. Mais avec l'usine barrant la route, le plan est tombé à l'eau et sa retraite était complètement foutue. Il dit dans ses cassettes que si ce problème était arrivé quand il était plus jeune, il aurait abandonné, aurait reconstruit son futur ailleurs. Mais ayant maintenant la cinquantaine, il n'a plus la force de sa jeunesse et était incapable maintenant de travailler autant qu'avant. Il pouvait pas tout recommencer à zéro. Il commença donc à réfléchir à sa vengeance dans son jacuzzi en regardant la ville depuis sa terrasse.
See, and he should have said to himself, I'm going to destroy the court. Wherever the court is, I'm going to destroy that entire building. Anybody who has fucked with me, I'm going to get. I have to sneeze. Voila. Sneeze completed without breaking your eardrums. Yeah, no, so I understand the revenge part. Oh, I understand it. But you got to get the right people. You can't just destroy innocent homes of your neighbors. See, but he thought the whole town was against him. This poor guy, I feel bad for him. And you know what? They're right, you know. He's the one who looks like a nut job at the end of the video. But he's not. He's not. You know when you push, you poke the bear. You poke the bear. You keep poking. He didn't bite me. Poke, poke, poke. Oh, he still didn't kill me. Poke, poke, poke. You know, it's poking the bear. That's what they were doing. They were poking the bear. Et on se retrouve maintenant en 2002. Marvin devient de plus en plus obsédé par cette affaire et décide avec sa petite amie de se séparer un certain temps. Elle lui demanda de prendre l'argent et de partir avec elle de cette ville de merde, mais non, il en décida autrement. Il ne voulait pas abandonner. Il partit en Californie à une vente aux enchères de véhicules de chantier où il acheta un bulldozer et le fit ramener jusqu'à Grand Bay. À la surprise générale, il mit tous ses biens en vente. Le terrain, son magasin, tous ses outils et le bulldozer. À la fin de cette vente, il lui resta uniquement son magasin et le bulldozer. Il raconta dans ses enregistrements que s'il aurait vendu son magasin et ce bulldozer à ce moment-là, il aurait lâché l'affaire et se serait barré une bonne fois pour toutes. Mais l'échec de la vente était pour lui encore un signe qu'il devait mettre à exécution sa vengeance. Mais ça, c'est dans le reportage de Netflix. Vous pensez sérieusement que Marvin Meyer s'est tapé un aller-retour Colorado-Californie pour acheter un bulldozer dans l'unique but de le revendre directement après l'avoir fait livrer chez lui? Ça n'a aucun putain de sens. Et ça n'a aucun putain de sens pour la simple et bonne raison qu'ils ont oublié un énorme détail de l'histoire et qu'ils ont changé l'ordre de certains événements. Marvin n'avait pas vraiment encore préparé sa vengeance à ce moment-là. Certes, il y a songé, mais il n'est pas allé acheter le bulldozer dans le but de raser la ville ni de le vendre direct, ce qui est complètement con. Il a acheté ce bulldozer afin de construire une nouvelle route pour que lui et ses clients puissent accéder à son magasin et à ses garages. Et devinez quoi ? La mairie lui a refusé l'autorisation de le faire. Marvin était prêt à payer de sa propre poche une nouvelle route afin de pouvoir bosser. Il est allé faire un aller-retour Colorado-Californie pour acheter un bulldozer et construire cette route, mais il s'est fait totalement détruire par la corruption de cette ville qui voulait complètement l'enterrer et anéantir tous ses efforts un par un. Waouh! C'est après ça, bien sûr, qu'il a décidé de mettre tout en vente. N'ayant pas réussi à vendre le bulldozer, il commença à planifier sa vengeance. Et le hasard a fait que ce bulldozer en particulier rentrait parfaitement dans son hangar, au pixel près. Et il ne l'avait pas acheté pour ça à la base. Marvin, à ce moment-là, rationalisait chaque détail en pensant que c'était un signe de Dieu. Il devait punir les personnes corrompues de cette ville. Il mit le bulldozer dans son hangar et commença à travailler dessus pour le blinder durant environ 1 an et demi. Le pire des et d'autres personnes sont passées en son hangar durant cette période et personne n'a fait attention à l'engin de destruction qu'il était en train de créer. D'après lui, c'était encore un signe de Dieu. Il disait même dans ses cassettes qu'il espérait se faire attraper, car il savait très bien que le châtiment qu'il allait abattre sur la ville ne se solderait uniquement par sa mort. Finalement, il a réussi à vendre son terrain et son magasin dans ce laps de temps pour 450 000 $ à une compagnie qui avait besoin de stocker ses camions, mais c'était déjà trop tard et vu que Marvin n'avait pas réussi à vendre le bulldozer, il était décidé à aller jusqu'au bout. Il reloua son hangar aux personnes à qui il avait vendu le terrain pour continuer sa tâche. Il plaça des caméras à l'extérieur du hangar pour surveiller les alentours. Il vivait, dormait là-bas et travaillait d'arrache-pied durant toutes les heures où il était réveillé pour mettre son plan à exécution. Il vivait la nuit afin d'être sûr que personne ne l'entende travailler et se pose de questions. Dans le documentaire, ils disent que Marvin a refusé de vendre son terrain à Cody Dotchef et qu'il était limite fou de ne pas avoir accepté. Mais c'est à cause de ce mec que sa vie est devenue un enfer, bien sûr qu'il n'avait pas eu lui vendre. Ils ont même fait passer ses propositions comme étant de putain de deal, mais il lui a proposé 250 000 $ au début et Marvin a pu finalement vendre son terrain pour 450 000 $. Ils l'ont poussé à fermer son entreprise et à brader ses possessions. Même les deals qu'on lui a proposés, c'était de l'enculerie. Marvin avait élaboré un plan et tout était parfaitement calculé. Sachant son père gravement malade et proche de la fin, il donna tout son argent à ce dernier afin qu'une fois qu'il décède, l'héritage parte à ses frères et sœurs pour que personne, que ce soit le gouvernement ou les assurances, puisse prendre son argent pour rembourser les dégâts qu'il allait causer. Comme prévu, son père décéda rapidement et il put continuer sa tâche en toute sérénité. Son bulldozer a été méticuleusement construit, toutes les éventualités l'empêchant d'accomplir sa quête de vengeance écartée. Il a créé une armure impénétrable consistant à 2 plaques de métal épaisses de plusieurs centimètres chacune, prenant en sandwich des kilos et des kilos de béton. Il posa des caméras autour du bulldozer protégées par du verre ou du plexiglas.
Oh. Il a spare-balles avec des écrans à l'intérieur pour voir où il se dirigeait. Il n'y avait aucun moyen de tirer une balle à l'intérieur du bulldozer. Il a même calculé que quand il allait raser les bâtiments des personnes qui lui ont causé du tort, des débris risquaient de cacher la vision des caméras. Mais pas de problème, il a installé des tuyaux avec des compresseurs d'air qu'il pouvait activer à tout moment pour dégager les débris de devant les caméras. Il a installé aussi quelques fusils avec du gros calibre, ne laissant dépasser uniquement le canon. Et c'est le 4 juin 2004 que sa vengeance s'est abattue sur la ville de Grand Bay. Sa mission, détruire les bâtiments et les maisons de tous ceux qui ont pourri sa vie durant 10 ans. Of all those who ruined his life. Okay. I agree. Good for you. La mairie, le commissariat Good. I hope he destroyed this building. de police, l'usine de béton de Kodidochev, le tribunal, les maisons du maire et de tous les membres du conseil allaient y passer. Il rentra dans son bulldozer, souda le plafond de l'intérieur afin que personne ne puisse rentrer et se mit en route. Oh, this is gonna be good. This is gonna be good. This is what people force you to do sometimes. This is what people force you to do. It's a damn shame. You can't sit here and tell me, no, this is terrible what he did. This is a very bad man. He should have let them bully him and he should have left. No, well, no.
How'd they get him? Et c'est ici que s'arrêta la vengeance de Marvin et Meyer. Le moteur de son bulldozer a surchauffé et une des chenilles est tombée dans la cave du bâtiment qu'il était en train de détruire, ce qui l'immobilisa. Il se suicida d'une balle dans la tête et Oh, he committed suicide. They never even got him. les services de police ont dû mettre plusieurs heures pour enfin pouvoir rentrer dans le bulldozer. Ils ont essayé au début avec 2 charges explosives, mais elles ont été inefficaces face à la création de Marvin. Ils ont dû découper une entrée au chalumeau, ce qui a pris, comme je l'ai dit, plusieurs heures. Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions de dollars, entre 7 ou 10 d'après les estimations. Les médias diront qu'il a tenté de tuer plusieurs personnes, mais la seule personne qui est morte ce jour-là est Marvin. D'après les habitants qui ont assisté à la scène, Marvin évitait les personnes pour ne pas les écraser et éviter les dégâts superflus, à part si les policiers qui tiraient au gros calibre sur son bulldozer ne lui laissaient pas le choix. Il a choisi aussi un moment de la journée où il était sûr qu'il ne pourrait pas tuer des personnes par surprise. Il aurait pu tout simplement le faire la nuit et écraser les gens dans leur sommeil. Ou tout simplement ne pas construire le bulldozer, juste prendre un gun et tuer tous ceux qui lui ont causé du tort. Mais non, il a choisi la solution du bulldozer car comme il a dit dans ses cassettes, il voulait leur donner une leçon. Le but n'était pas de les tuer mais de leur causer une perte financière significative dont ils ne pourraient jamais se relever. Tout simplement comme ils lui ont fait, œil pour œil, dent pour dent. Le bulldozer roulant très lentement, la police avait largement le temps d'évacuer les bâtiments comme la mairie où des enfants était à la bibliothèque. Et bizarrement, tout le monde savait que c'était Marvin à l'intérieur du bulldozer et toutes les habitations des gens qui lui ont causé du tort ont été évacuées bien avant qu'il arrive. Et ils savaient même qu'il allait détruire la mairie. Mais c'est bizarre. Wow, he did some good damage. Car dans le reportage, ils disent tous qu'ils n'avaient rien à se reprocher, mais pourtant ils savaient très bien que Marvin allait détruire leur baraque quand ils ont vu le bulldozer dans la rue. Le seul moment où il aurait pu mettre la vie de personne en danger, c'est quand il a décidé de tirer sur des citernes d'essence ou de propane, mais il n'a pas réussi à le faire et a préféré continuer la destruction de la ville. Les forces de l'ordre ont été désemparées face à la situation. Ils ont vidé plusieurs chargeurs de munitions avec des calibres de plus en plus gros, mais cela a été totalement inefficace. Un policier a réussi à grimper sur le toit du bulldozer et a fait tomber une grenade flash dans un des conduits, mais il était bien sûr bouché. Il a même été question d'appeler l'armée et de faire venir des hélicos pour tirer des missiles sur le bulldozer pour l'arrêter. Mais il aurait fallu évacuer tout le monde et ça aurait détruit beaucoup de maisons. Ça a été un véritable bordel et les services gouvernementaux étaient complètement débordés. Marvin a réussi sa vengeance, mais celle-ci lui aura coûté la vie. Son bulldozer fut détruit et envoyé dans plusieurs décharges à travers le pays afin qu'aucun fan ne puisse récupérer des pièces ou que ça devienne un lieu de pèlerinage. Et ce sera tout pour l'histoire de Marvin et Meyer et de son killdozer. Un homme qui refusa de se faire baiser et qui alla jusqu'au bout des choses au prix de sa vie. Et comme il l'a dit lui-même dans ses enregistrements, parfois on pousse des hommes raisonnables à faire des choses irraisonnables. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes. Et surtout, ne jamais pousser à bout un homme qui n'a plus rien à perdre. Yes, he just said it. Don't push somebody who's got nothing to lose. I mean, he had a ton to lose, but you already made him lose it. You stole it from him, essentially. They destroyed his life. So he did the best he could to destroy theirs. You know what? He didn't aim for people. He didn't kill any innocent people. He just did what he knew he had to do. You're going to destroy my stuff? I'm going to destroy yours. Very smart, man. It's a damn shame. It's a shame. Politics always wins, unfortunately. They know how to screw anybody any which way they want. Money talks. I want to put a factory in your town. Absolutely not. You are not going to put any factory in my town. We have a beautiful, clean town filled with beautiful homes, beautiful families, children everywhere. You're not putting no damn factory in my neighborhood. What? Tu vas me donner combien d'argent? No factory in my... I'm telling... Quoi? Combien? Okay, peut-être... there's a little area in the northeast. You could put your factory there. No, you want it closer to the homes? Combien? Okay. You can do it. Same shit. I remember long time ago, I was in Menorca. My grandmother had just bought a house. Oh, she had a house built in Menorca. She was doing very well. Beautiful home. But they said, when you have a home that is front row to the ocean, it is illegal to have a second floor on your home. Because all the people in the back can't see the ocean then. Illegal. That illegal lasted about 2 years.
And then you started seeing houses popping up left and right, 2 stories, all of them. What happened? Why are they allowed to put 2-story homes and I'm not? That's why this has been going on in every country, every area, every town for centuries. And this man, props to him. Seriously, props to him. Because nobody stands up for their rights. Nobody stands up. You saw the guy tried, he still got screwed. So people probably just give up now. I can't beat the government. I can't beat the politicians. I can't beat the lawyers. I can't afford to defend myself. I don't have endless money like these douchebags do. I can't just keep paying my lawyer. They know this. You will lose eventually. You will put your tail between your legs and run away. And that's it. They win. They defeated you. I love Marvin. Marvin said, fuck you. You might have defeated me, but I got something for you. And voila. I mean, I see nothing wrong with what he did. Nope. Sorry. I don't see nothing wrong. It's absolutely terrible what they did to him. And as usual, the guy's absolutely right. By the way, excellent video, excellent narration, excellent story. And he's absolutely right. You know, Netflix and all those platforms, they're going to make him look like the crazy one. They're going to make sure he's the crazy one, not the town of Colorado or whatever the hell that was. Okay, anyway. Oh, it's not a town. I know. Colorado's not a town. I know. Okay, anyway. It would be more like Denver, area. But it's not Denver either. I don't know where the hell this was. But it's in a beautiful area, which apparently just, goes to shit when you put factories everywhere. Bon, anyway, excellent video. Take care. Peace out. À la prochaine. C'est dommage, mais gotta do what you gotta do.